partie est de façon fort modeste, donc je vais écouter doctement mon collègue. Si tu veux, monsieur. Alors, bonsoir à tous. Quelques chiffres pour revenir sur d'abord, le premier événement, je dirais, c'est la participation. Vous voyez ici, la participation est en augmentation de 8,5 points par rapport aux dernières élections de 2014, mais surtout, cette participation, elle nous situe sur un horizon qu'on n'avait pas connu depuis fort longtemps, puisque quasiment, ça fait 25 ans qu'on n'avait pas eu un niveau de participation à une élection européenne aussi important. Et si on veut donner un ordre de grandeur, avec un peu plus de 200 millions d'Européens qui se sont déplacés, qui ont voté, vraiment ceux qui ont mis un bulletin, ça veut dire que l'élection européenne déplace autant d'électeurs qu'une présidentielle aux États-Unis. Pourtant, on n'en parle pas autant, hein, mais c'est quand même le même niveau. Pour autant, le niveau de remobilisation n'est pas du tout le même à l'intérieur de l'espace européen. Et donc il faut s'arrêter 2 secondes là-dessus, c'est un point qui me paraît intéressant. Vous avez des pays pour lesquels les niveaux de remobilisation sont très élevés, c'est-à-dire de l'ordre de 20%, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de la Pologne aussi. Des pays qui suivent de très près avec des niveaux très élevés, de 13 à 16%, comme l'Allemagne, comme la Roumanie, comme la Hongrie. Puis ensuite, vous avez vraiment une énorme catégorie d'États où il y a un peu de remobilisation, mais sans plus. Ça va de 0,5 pour la Tchéquie jusqu'à 8 points, 8,5 points pour la France. Et puis, ça c'est intéressant, il y a un petit groupe d'États pour lesquels l'abstention a progressé, dans l'autre sens. L'abstention a progressé de 1 à 4 points. Or, ces États ne sont pas tout à fait neutres, puisque ce sont tous les États qui ont connu le plus durement la crise économique et qui ont connu l'intervention de l'Union européenne économiquement chez eux. C'est-à-dire que vous trouvez la Grèce, le Portugal, l'Irlande, par exemple, l'Italie aujourd'hui, qui a aussi une participation en baisse. Si on regarde, et les niveaux sont très très variables de participation, donc là on peut dire qu'il y a en gros 3 groupes de pays. Vous avez des pays où traditionnellement le vote est obligatoire, et donc vous avez des niveaux de participation extrêmement élevés. Généralement, au-delà de 75%, c'est évidemment le cas de la Belgique, du Luxembourg, de Malte. Vous avez tous les grands pays qui se situent dans une fourchette où l'abstention oscille entre 35 et 55%. D'ailleurs, quand on regarde dans le détail, c'est intéressant, on vote plus dans les pays protestants qu'on vote dans les pays catholiques. Et puis, vous avez 8 pays pour lesquels c'est 2 tiers des électeurs qui ne viennent pas voter. Et dedans, vous avez, alors, record toute catégorie à chaque fois, c'est la Tchéquie, qui a eu un taux d'abstention de 81%. Et je signale qu'en Tchéquie, ils étaient contents. C'est la première fois qu'ils avaient un niveau de participation aussi élevé, avec 81% d'abstention. La dernière fois, ils avaient frôlé les 90% d'abstention. La Slovaquie, même chose, la Slovénie, la Croatie, la Bulgarie, le Portugal et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, 63% en dépit de la question du Brexit. Alors, maintenant, sur la répartition des sièges. Voilà la physionomie du Parlement européen, nouvelle mouture, avec les parlementaires britanniques intégrés, même si c'est vraisemblablement pour quelques mois. Alors, on va le détailler, regarder un peu comment ça se compose, mais grosso modo, les grands changements qu'on peut constater, je vous les ai mis là sous forme de tableau. 2 grands changements, vous avez 2 partis qui progressent fortement partout en Europe, les libéraux centristes, donc ALDE, qui va changer de nom bientôt, et qui progresse essentiellement à cause de l'arrivée de la liste Macron. Et puis, vous avez les Verts qui progressent un peu partout en Europe, mais essentiellement les Grünen allemands, les Verts français, et, c'était une surprise, les Verts britanniques aussi. Donc, 2 forces qui progressent très fortement. On devrait ajouter chez les Verts quelque chose d'intéressant qu'on constate aussi bien en Allemagne qu'en France, très fort
vote des jeunes, les moins de 35 ans, 18 à 35 ans, ont vraiment très nettement favorisé les partis écologistes. En même temps que ces deux forces progressent, vous en avez deux qui régressent fortement, donc le PPE, la droite classique, qui perd 42 sièges, avec évidemment l'effondrement des Républicains en France, l'effondrement du Parti conservateur britannique, l'effondrement du Parti populaire espagnol et la quasi-disparition de Forza Italia, le parti de Berlusconi. Ces quatre... donc là, on a une indication qui est assez forte sur laquelle je vais revenir. On a la même chose à gauche, dans le mouvement des SED, donc socialistes et démocrates. Vous avez un recul très fort du SPD allemand, qui est un de ses plus mauvais scores historiques. Même chose du Parti socialiste français, qui a quand même, j'allais dire, failli passer à la trappe, puisqu'il est 1,5 point au-dessus du seuil d'avoir 0 élu. C'est un score aussi historiquement faible pour le Labour en Grande-Bretagne. C'est un peu compensé, dans le cas du Parti socialiste à l'échelle européenne, par les scores très bons qui sont faits en Espagne, par le Parti socialiste espagnol, et ça a été une surprise par le Partito Democratico italien, parti de centre-gauche, qui est le parti de Matteo Renzi. Alors, l'extrême droite a progressé, on l'avait beaucoup dit, on en avait beaucoup parlé, oui, mais pas tant que ça, quand on regarde l'échelle consolidée européenne. C'est-à-dire qu'ils font 1,5 point de plus que la dernière fois, et en l'état, ça va peut-être changer, en l'état, ils sont très divisés. En termes de groupes politiques, vous avez en gros 3 groupes. Un groupe autour du Rassemblement national de Marine Le Pen et de Matteo Salvini ou de la Lega. Un groupe autour de Droit et Justice en Pologne. Et un groupe autour du Brexit Party de Nigel Farage. Ça n'a pas été le tsunami qu'on avait souvent annoncé de l'extrême droite, du moins si on se polarise sur la question des sièges, et donc du Parlement et de son fonctionnement. Alors après, il faut ajouter quelle majorité là-dedans, et pour comprendre la question de la majorité, il faut d'abord comprendre que les groupes parlementaires, tels que je viens de vous les présenter, ils sont en discussion actuellement, il y a des formes de recomposition possibles. Alors, je vais vous en présenter 2 principales. D'abord, à l'initiative d'Emmanuel Macron d'ailleurs, il y a une tentative, qui commence à avancer fortement, d'élargir le groupe libéral centriste. On sait déjà quel nom il va avoir, il va s'appeler Europe et Renaissance. Et donc cette tentative, elle consiste d'une part à essayer d'attraper ceux qui sont centre-gauche très centristes, c'est-à-dire le Partito Democratico italien, Renzi lui-même étant plutôt assez proche de la ligne de Macron, mais le parti est un peu plus à gauche que les Renzi. Il y a eu une proposition faite, il y a certains dirigeants du Partito Democratico qui ont dit pourquoi pas. Pour l'instant, la majorité de ce parti choisit de rester avec les socialistes. Et puis, ce groupe libéral, il cherche aussi à s'étendre sur la droite et à récupérer une partie des députés européens du Parti populaire européen, qui sont macro-compatibles, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire qui sont proches de la ligne plutôt fédéraliste défendue par Emmanuel Macron. Vous avez une tentative tout aussi importante à l'extrême droite. On sait que le calcul politique de Marine Le Pen depuis le départ, c'était si le Front National, le Rassemblement National maintenant, va à l'échelle européenne, fait un gros score et avance lui-même la tentative de recomposer un groupe, ils vont avoir des refus assez forts. Marine Le Pen polarisant des refus de beaucoup de monde de l'extrême droite. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a donné mandat à Matteo Salvini le soin de composer le nouveau groupe d'extrême droite, d'où la fameuse réunion de Milan. Alors là, il y a plusieurs possibilités. L'une d'elles, c'est d'aller récupérer Viktor Orban. Je rappelle que Viktor Orban a été suspendu du Parti populaire européen quelques semaines avant l'élection européenne. Et donc,
Il y a un appel du pied, et nous savons que Viktor Orban s'entend très très bien avec Matteo Salvini à titre personnel. Pour autant, on peut dire que cette possibilité-là, elle a des très grandes chances d'échouer aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Alors l'une d'elles, c'est que Orban déteste Marine Le Pen, refuse de la recevoir, il n'est pas en accord avec une partie du programme du Rassemblement national, il est sur une ligne beaucoup plus libérale sur le terrain économique. Mais l'autre chose, c'est qu'il a aujourd'hui beaucoup de députés, il a fait un très gros score en Hongrie, et le PPE a besoin de lui, et lui a besoin de la respectabilité que lui donne l'appartenance au Parti populaire européen. Donc pour plein de raisons, il a tout intérêt à rester à l'intérieur du PPE, et il va peser d'autant plus fort, ce qui fait que la tentative d'élargissement vers Orban risque de ne pas aboutir. Quant à la tentative d'élargissement au droit et justice, le Front PiS en Pologne, là aussi, très peu de chances d'aboutir. Il y a des désaccords très forts sur le plan programmatique, et le droit et justice a déjà fait savoir qu'il souhaitait avoir son groupe et pouvoir le diriger. Ce qui veut dire qu'on est plutôt parti dans une reconduction des groupes tels qu'on les a connus, et la recomposition risque d'être très à la marge. Deuxième chose, et alors ça fait quoi en termes de majorité? Ben, le premier résultat, je dirais, visible de l'élection, c'est que pour la première fois depuis que le Parlement européen est élu au suffrage universel, les deux grands partis classiques, Parti socialiste européen, Parti populaire européen, ne sont pas majoritaires à eux deux. Donc je vous ai mis dans le petit encadré sur le côté en siège ce qu'ils représentaient depuis 1979, et vous voyez qu'ils ont été très hauts, mais tout le temps au-delà de 50% et jusqu'à 66% en 1999. Là, ils ne sont plus majoritaires. Donc, premier constat, pour faire une majorité, il faudra se mettre à 3. C'est la première chose obligatoire, il faudra se mettre à 3, minimum, voire 4. Alors, on peut faire des calculs divers. Si j'arrive à réaccéder, je vais vous dire ça. On peut faire des calculs divers en se disant, par exemple, bah, si toute la gauche se met ensemble, ça fait quoi? Bah, si toute la gauche se met ensemble, ça ne fait pas de majorité. Il la loupe même en mettant le groupe des libéraux avec eux. Ça ne fait pas une majorité. Il la loupe de très peu. De mémoire, il la loupe de 5 ou 6 sièges. Et donc, il leur faudrait récupérer une partie des non-inscrits. C'est compliqué. Il y a des petits trucs gris là tout au bout. C'est les non-inscrits. Et donc, il faudrait récupérer quelques non-inscrits pour pouvoir tenir. C'est un peu délicat, pour pas dire impossible. Donc, coalition de gauche, impossible. 371 sièges au total, il en faut 376. Coalition de droite, entièrement à droite, très improbable, parce que d'abord le PPE devrait se marier avec l'ensemble des groupes d'extrême droite, et même s'il faisait ça, il n'arriverait qu'à 355 sièges. Donc, ni coalition de gauche, ni coalition de droite. Il n'y a pas d'autre option que de construire une coalition droite-gauche, avec plusieurs options. La plus probable, c'est celle que je vous ai matérialisée là, c'est-à-dire le PPE, les libéraux centristes, plus les socialistes, et ça fait allègrement la barre des 376, 438 sièges en l'occurrence. Une alternative possible, qui est discutée, c'est celle de mettre le PPE, les socialistes et les Verts, mais sans les libéraux centristes. Ça peut être un peu bizarre, ça fait 406 sièges, donc c'est majoritaire. Et pourtant, c'est une coalition improbable et qui pose un problème, puisque une fois que le Brexit aura eu lieu, cette coalition ne sera plus majoritaire. Et le Brexit, normalement, doit avoir lieu au 31 octobre prochain. Donc l'équilibre parlementaire sera changé assez notablement. Donc c'est une position un peu improbable. Et puis, dernière possibilité, une coalition qui est actuellement en cours de discussion, qui est PPE, les libéraux, les socialistes, mais aussi les Verts. C'est la grande coalition, c'est celle qui est actuellement en cours de discussion. Elle a peu de chances de pouvoir tenir sur la durée. Il y a des désaccords entre eux qui sont importants, en particulier sur des sujets qui touchent les questions environnementales ou les traités de libéralisation du commerce, et notamment le traité avec les États-Unis, sur lesquels il y a des désaccords très forts entre eux. Donc, il y a peu de chances que les Verts et le PPE puissent se retrouver durablement dans une même coalition. Si bien que c'est plutôt cette solution-là qui devrait se décider.
Alors après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors il y a d'abord et avant tout ce que la presse belge a appelé Game of Thrones, parce que on est dans la phase où il faut, j'allais dire, placer, enfin en tous les cas, opérer les nominations sur les hauts postes, les plus stratégiques. Donc je rappelle que la séquence est un peu bizarre, mais on a tout là. Hein. Il faut à la fois un nouveau président de la Commission, un nouveau président du Parlement, un nouveau président du Conseil de l'Union, un nouveau représentant pour la politique étrangère, et aussi un nouveau président de la Banque centrale européenne. Tout ça en quelques mois. Il y a même d'autres postes autour, et c'est vrai qu'on est entré dans une phase de négociation très intense, très stratégique, où un peu tous les coups sont permis, toutes les trahisons sont autorisées. Il ne faut pas se leurrer, chaque État cherche à avoir le plus grand poids possible et aussi à construire la solution politique qui lui est le plus favorable. Dans ce jeu-là, c'est pour ça que j'ai souligné en dessous cet élément, c'est pas tellement le Parlement qui va être l'acteur central à cet endroit-là. Ce qui va être l'acteur central, c'est le Conseil. Et le problème que nous avons aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a connu dans les années passées, c'est le désaccord des États, le désaccord des chefs d'État entre eux. Si je prends ici, je vous ai mis le Big Five, hein, les 5 plus grands États européens, ben, le problème c'est qu'ils ne sont pas du tout sur la même ligne. Si on se projette, je ne sais pas, si on se met 10 ans en arrière, en 2009, faire cet exercice après l'élection, c'était super simple. Hein, il y avait Angela Merkel d'un côté, Nicolas Sarkozy de l'autre, Mariano Rajoy pour l'Espagne, tout le monde était du même parti, on se mettait autour de la table et ça pouvait se régler assez aisément. En 2014, ça avait été compliqué. Il avait fallu 3 conseils et un été entier pour qu'on arrive à sortir une coalition, alors que 2 partis suffisaient. La majorité de 2 partis au Parlement suffisait pour construire. Ben là, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez bien que Macron passe pour être plutôt libéral-progressiste, Merkel est beaucoup plus conservatrice que lui, et plus orthodoxe sur le terrain libéral. En Pologne, vous avez un nationaliste, en Espagne, vous avez un socialiste, en Italie, vous avez l'extrême droite au pouvoir. C'est compliqué de construire une solution avec l'accord des grands États. Or, il faudra cet accord. Alors, comment on fait? Ben, vous l'avez peut-être vu, le 28 mai dernier, il y a eu, au lendemain des élections, un repas entre tous les chefs d'État, Conseil, et ce Conseil a prévu de mandater Donald Tusk, actuel président du Conseil européen, pour proposer des noms. Proposer 4 noms, car on isole le cas de la Banque centrale européenne. On l'isole pour des raisons statutaires, c'est les ministres des Finances de l'Europe qui désignent le directeur de la Banque centrale. Ça n'est pas en passant devant le Parlement et ça n'est pas en tenant compte des équilibres politiques. Donc Tusk va devoir proposer 4 noms avec une nouvelle règle qui va poser évidemment une interrogation qui est celle de l'égalité homme-femme, qui a été retenue par la déclaration finale du 28 mai. Donc on met la BCE à part. Je signale qu'il y a un fort conflit entre la France et l'Allemagne sur la présidence de la Commission européenne et qu'il y a du même coup un très fort conflit entre la France et l'Allemagne sur la présidence de la BCE. Étant entendu que si l'un a la Commission, l'autre logiquement devrait avoir la BCE, ça suppose qu'il y ait un minimum d'entente entre les deux, ce qui n'est pas acquis, loin s'en faut. Et alors, ce qui complique la donne, c'est que jusqu'ici, on avait un début de procédure, puisque normalement, le parti arrivé en tête au moment de l'élection voyait sa tête de liste proposée pour la Commission européenne, c'est le fameux système des Spitzenkandidaten, donc des têtes de liste, si on peut dire. Or, vous le savez, Emmanuel Macron s'est opposé à ce que ce système soit reconduit, et clairement s'est opposé à ce que la tête de liste du Parti populaire européen, en l'occurrence l'allemand Manfred Weber, soit le prochain président de la Commission européenne. Et ce veto a été acté le 28 mai dernier. Alors il faut dire que Macron mène la lutte, mais qu'il n'est pas seul, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très convaincus par l'idée que Manfred Weber pourrait être le président de la Commission, d'abord parce qu'il est très inexpérimenté en termes de... Il n'a jamais dirigé de Länder, il n'a jamais été ministre, etc. Donc
il a assez peu d'expérience politique de haut niveau, mais sur le fond, il y a un désaccord idéologique très fort. Il est très clair que Macron ne veut pas que ce soit la CDU qui prenne le contrôle de la Commission. Du coup, nous sommes dans une situation un peu compliquée et qui va se résoudre sans doute au long de l'été. Ça va être un petit peu long. Deux options, ou la France et l'Allemagne s'accordent pour se répartir, Commission d'un côté et CE de l'autre, ou plus vraisemblablement, les deux se neutralisent. C'est-à-dire la France pose un veto sur Manfred Weber, mais de l'autre côté, l'Allemagne posera un veto sur les candidatures françaises, Commission comme BCE, très vraisemblablement d'ailleurs. Et comme il faut des femmes, du coup, ça trace la voie beaucoup plus pour Margrethe Vestager, donc, qui est libérale Danemark, et d'ailleurs plus en sous-main soutenue par Emmanuel Macron. Ça rend plus hypothétique la possibilité que ce soit Franz Timmermans, qui lui est socialiste et démocrate, et de Hollande. Ça va être très compliqué parce que la Pologne et l'Italie ne soutiendront pas les positions de Macron. Ils ont fait leur adversaire dans la campagne. On ne sait pas non plus quel va être le niveau de résistance du Parlement au fait que le système des Spitzenkandidaten va être mis de côté. Or, vous vous rappelez que le traité de Lisbonne prévoit que le Conseil doit tenir compte des résultats des élections, c'est tout. Ensuite, le Parlement opère un vote, mais c'est le Conseil qui a le dernier mot, et c'est le Conseil qui décide. D'accord ? Donc, le Parlement peut faire de l'obstruction, peut bloquer, c'est pas complètement impossible, mais de toute façon, en dernier ressort, c'est le Conseil qui aura le dernier mot. Simplement, ça met d'emblée, d'entrée de jeu, une situation politique compliquée, cacophonique, très visible. Évidemment, l'arrière-plan est un enjeu très politique, c'est pas juste placer ces hommes, c'est comme toujours, c'est une certaine idée de l'Europe qui se joue derrière ça, entre Macron est très volontariste et doit avancer sur une lecture de projet relativement fédéraliste, là où la CDU notamment soutient une position d'Europe en roue libre, qui n'a pas de grandes ambitions. Dans les chantiers à venir, très vite derrière, évidemment, le plus gros chantier immédiat, c'est le chantier du Brexit. Alors, petit rappel, chantier du Brexit, qui signifie que normalement, si tout se passe normalement, mais je mets beaucoup de prudence et de guillemets, car en matière européenne, dans les circonstances où nous sommes, beaucoup de choses peuvent être anormales. Le Brexit doit normalement être acté le 31 octobre prochain, ce qui signifie que les parlementaires britanniques quitteront le Parlement et qu'on retombera à 705 députés au total, députés européens. Donc, la majorité aura changé, ce sera plus 376. Et puis, deuxième chose, ce sera 353. Et vous voyez, le changement d'équilibre politique fait que c'est l'extrême droite qui va perdre le plus, 25 sièges, tout simplement le parti de Nigel Farage. Les libéraux qui vont perdre également. Tous les autres partis perdent aussi un peu, sauf le PPE qui lui va récupérer 3 sièges de plus. Alors, là où on est dans une situation très inconfortable en ce moment, c'est qu'évidemment, on attend que la Grande-Bretagne désigne un nouveau gouvernement. Chose qui ne sera pas faite avant la fin juillet. Tant qu'on n'a pas ce nouveau gouvernement, il est compliqué de savoir quel est le partenaire et ce qu'il va y avoir à négocier. Et je rappelle que ce qui est à négocier, c'est pour l'instant, si on parle en métaphore de divorce, c'est la situation temporaire de séparation là, qu'on gère. La situation durable, l'accord sur le long terme, est un accord qui doit se faire après. Donc on fait d'abord, on gère la séparation tant qu'ils sont là, pour encore 2 ans, et ensuite on construit un traité de libre-échange avec eux. Et donc ça, c'est évidemment pas du tout fait. Or, l'évolution interne du Royaume-Uni, et en particulier de l'Angleterre, est très nette. On part vers un hard Brexit. La position d'un Brexit soft, qui était la position de Theresa May, a échoué.
Et nous aurons donc je rappelle que les élections européennes ont montré qu'en Angleterre, le premier parti était quand même le Brexit Party de Nigel Farage, de loin le premier parti du pays, 35%. Donc il est compliqué aujourd'hui, sur la scène anglaise, de ne pas aller vers un Brexit, même si ça comporte des risques très forts. Et je vous en ai souligné quelques-uns. Si on part avec un no deal, ce qui est l'hypothèse aujourd'hui la plus probable, vous voyez les déclarations de Boris Johnson encore ce week-end, eh bien, si on part avec un no deal, ça veut dire que la Grande-Bretagne devra, le Royaume-Uni devra 44 milliards d'euros à l'Union européenne d'ici 2022. Boris Johnson a dit qu'il ne voulait pas les payer et qu'il souhaitait en faire une arme de menace dans la négociation avec l'Union européenne. Ça veut dire que que le Royaume-Uni revient aux règles de l'OMC, donc des droits de douane entre l'Europe et le Royaume-Uni, droit de douane moyenne de 3%, mais sur certains produits c'est beaucoup plus. Ça veut dire qu'il faut refaire un ensemble de lois britanniques pour les sortir des règles européennes, il y en a 600 et plus, à réécrire. Et ça veut dire qu'il faut gérer le problème très particulier de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Theresa May avait vendu l'idée qu'on ferait une sorte de frontière invisible électronique avec des contrôles dans les entrepôts d'entreprises, etc. C'est très compliqué, d'autant qu'il existe un accord de libre circulation entre l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud et l'Angleterre. Donc là, c'est une situation qui est pour l'instant complètement gelée et qui a été le point, la question de la frontière irlandaise a été le point principal d'achoppement de la négociation, y compris à l'intérieur de Westminster, et de l'échec qu'a essuyé Theresa May. Donc ça reste un chantier gigantesque, et ce chantier est pas du tout en l'état réglé. Normalement, encore une fois, au 31 octobre, ils sont dehors sans règle. Après, on verra. Deuxième chantier très lourd qui nous arrive dessus, presque immédiatement, c'est le budget européen, ou plus exactement, comme vous le savez, le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire le budget de l'Europe de 2021 à 2027. Or, ce budget prévoit des refontes extrêmement lourdes pour lesquelles les parlementaires européens vont avoir leur mot à dire. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Il y a notamment une baisse très sensible de la politique agricole, de 16%, qui est programmée. Et dans certains secteurs agricoles, c'est beaucoup plus, ça va jusqu'à 35% dans certains secteurs. Il y a une augmentation considérable des sommes allouées à la question des frontières et des migrants, 210% d'augmentation. Il y a dans ce paquet-là, je ne l'ai pas mis ici, mais il y a une augmentation très très considérable des sommes allouées à la défense européenne, c'est 410% d'augmentation. Et il y a à l'inverse des dépenses très fortes qui sont comprimées, notamment celles qui sont les fonds de cohésion, avec tout le débat qui a été soulevé, est-ce que les États qui récupèrent de l'argent pour les aider économiquement développés doivent ou non respecter l'état de droit, est-ce qu'on doit en faire une condition? En gros, si je suis la Pologne et que je maltraite l'indépendance des médias, est-ce l'Europe doit arrêter d'investir en Hongrie? Si je suis la Hongrie, pardon, que je menace l'indépendance des médias, est-ce que je dois arrêter de mettre de l'argent en Hongrie, dont on soupçonne Orban d'en faire profiter essentiellement ses alliés? Ça comprend de l'autre côté, ce cadre financier pluriannuel, le débat sur les ressources et donc les recettes pour l'Europe, et notamment la question d'une taxe sur les GAFA, qui fait l'objet d'un débat. Ça, d'ici la fin de l'année, donc dans les 6 mois qui viennent, ce seront des sujets qui seront pour l'essentiel tranchés. C'est vraiment le cœur du travail arrivé, et puis il y a d'autres urgences qui arrivent derrière, et notamment des choses qui sont liées à l'urgence climatique, puisque ça a pesé très fortement dans le débat et dans la campagne, dans les résultats électoraux. Là, l'ensemble des forces populistes sont globalement d'accord sur ce terrain-là. Je rappelle que la France a proposé la mise en place d'une banque européenne du climat et de la biodiversité, qu'il va falloir mettre en place. Et puis, il y a d'autres aspects qui touchent aussi d'ailleurs le budget européen, la question du soutien à l'innovation et à la recherche. On va avoir des dispositifs un peu nouveaux émerger sur ce terrain-là. La question du marché numérique, ici déclinaison, mais il y a un spécialiste dans la salle, il pourra en parler beaucoup plus longuement que moi. Et puis évidemment la question de l'Europe sociale, qui est une question un peu récurrente, qui revient souvent sur la table et qui est quand même le parent pauvre de la construction européenne. Il nous est annoncé depuis un petit bout de temps que là c'est promis, on va s'en occuper. Mais c'est pour l'instant qu'une promesse. Et rappelez-vous ce qu'on disait en France, ce que disait un célèbre
président de la République, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Alors je vais vraiment être très très court, parce qu'Arnaud a été long, mais passionnant. Veuillez pardonner. Petit clin d'œil pour Malo qui est toujours dans la salle. Quand tu fais une conférence, il y a toujours un médiateur au milieu, surtout quand tu nous dis 10 minutes et que tu t'adresses à des universitaires. Hein, la prochaine fois, reste au milieu des intervenants ou demande à un médiateur de tenir le temps. Alors moi, je vais être très très court, simplement quelques petites remarques. Puis d'abord parce que c'est Arnaud le spécialiste, c'est pas moi. Hein. Quelques petites remarques très simples. D'abord sur la participation, je pense que les chiffres sont tout à fait intéressants et Arnaud a dit quelque chose de très juste. Hein. C'est bien entendu le taux de participation globale dans une élection qui est en fait une addition de 28 élections nationales. Ce taux global ne veut pas dire grand-chose, mais on en disait beaucoup quand il était bas. Donc quand il augmente, disons, il faut en dire beaucoup aussi. Hein. Donc même si ça ne veut pas dire grand-chose, on peut dire que ça veut dire beaucoup. Et finalement, les citoyens européens se emparent de l'élection. Je plaisante, mais pas tout à fait, hein, parce qu'il ne faut pas non plus mésestimer ce chiffre. Comme l'a dit Arnaud, dans beaucoup de pays européens, on a quand même voté davantage, ce qui est une excellente nouvelle. Et surtout, c'est un signe qui suit un léger frémissement déjà aux dernières élections. Le taux avait légèrement augmenté. Et puis surtout, si on distingue les nouveaux entrants post-2004 des autres, on se rend compte qu'il y a quand même une très grosse différence. Parce que vous avez vu que, sauf exception en Europe occidentale, il y en a toujours qui confirment la règle. La plupart des pays qui votent très peu sont les pays d'Europe centrale et orientale, ce qui pose d'ailleurs question pour ce cas spécifique-là, mais qui doit être relativisé, parce que bien entendu, si on prend la majorité des pays d'Europe dite occidentale, en enlevant les nouveaux pays entrants post-2004, on a un taux de participation bien plus élevé. Donc on peut s'en réjouir, j'allais dire comme pour toute élection, quand les citoyens prennent davantage la parole, c'est tombé, mais on voit aussi que finalement, l'argument de l'effet remobilisateur des crises de l'Europe avait déjà joué en 2014 et joue à nouveau maintenant. Et alors, par contre, j'espère qu'il se confirmera, même si les crises de l'Europe s'estompent dans les années qui viennent, mais là aussi, on a du mal à être optimiste de ce point de vue-là. Alors, première chose. Deuxième chose qu'Arnaud a dite et qui est particulièrement intéressante, et puis le départ des députés britanniques, on peut être quasiment sûr qu'ils vont partir, va l'accentuer, c'est la faiblesse toute relative, voire même extrêmement relative du succès de l'extrême droite. Et des forces populistes, on a beaucoup parlé. Il y a eu l'effet déformant du succès en France et en Italie, certes deux grands pays de l'Union européenne, mais quand on regarde le nombre de députés et donc le poids réel de ces forces au Parlement européen, eh bien ce poids réel est tout de même relativement faible, mais en tous les cas ne sera pas beaucoup plus important que dans le Parlement précédent, sauf miracle, entre guillemets, ou de cauchemar, qui serait la coalition de tous ces partisans d'extrême droite, ou qui soient populistes ou conservateurs ou nationalistes. Mais Arnaud a très bien expliqué que les divergences entre eux sont tellement importantes que ce scénario est très improbable. Ensuite, sur la majorité au Parlement, c'est la logique qui parle. On savait qu'il faudrait une coalition. En tous les cas, les sondages au niveau européen ne s'étaient plutôt pas trompés. Il y en a eu quelques-uns. Les résultats sont conformes. Donc, bien entendu, il faut cette coalition des modérés pro-européens qui peut s'élargir jusqu'au vert éventuellement, mais qui sera certainement concentrée sur les trois grandes forces modérées du centre-droit, du centre-gauche et les libéraux. Je ne sais plus comment ça s'appelle, tu as dit Renaissance ou... Europe et Renaissance, bon, no comment. Et puis surtout, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, au-delà de cela, parce que ça c'était quelque chose dont on pouvait se douter, et puis finalement le fonctionnement européen, le fonctionnement du Parlement européen, finalement, est depuis l'origine dans des systèmes de coalition ou de compromis sur des idées ou sur des textes. Donc finalement, ça va continuer à fonctionner de cette manière-là. Et peut-être d'ailleurs, avec cette diversité entre les trois partis, de manière peut-être plus équilibrée, puis également peut-être plus lisible pour les citoyens, enfin peut-être, en tous les cas, que dans cette espèce d'accord, de pseudo-accord conservateur PSD, qui était finalement pas très lisible pour les citoyens. Là, je n'ai qu'une idée, en tous les cas, je n'ai qu'une hypothèse fort critiquable,
Hein. Et puis, dernière chose, et là c'est beaucoup plus inquiétant, bien entendu, c'est peut-être, parce que finalement, la formation d'une coalition au sein d'un Parlement, c'est quelque chose finalement de tout à fait habituel. Alors c'est vrai que nous en France, on n'y est pas habitué à notre système qui dégage une majorité, une opposition au Parlement très nette, et surtout avec un système où c'est l'élection présidentielle qui prime, mais dans les démocraties parlementaires européennes traditionnelles, ce sont des choses que l'on connaît et que l'on connaît bien. Donc finalement, le système du Parlement européen n'est pas plus opaque qu'un autre, hein. Au contraire, c'est même une chose assez logique, et finalement, on peut même penser que cette coalition entre ces différents partis modérés devrait aboutir à des décisions peut-être plus subtiles ou plus intelligentes que dans le cadre d'une opposition binaire entre deux forces qui s'opposent par principe. Mais par contre, là où les choses sont plus inquiétantes, Arnaud l'a très bien montré, c'est pour la nomination des différentes têtes issues de ces élections à la Commission, également au Parlement européen, et puis, tu l'as dit, à la Banque Centrale Européenne, même si le problème est un peu périphérique, où là, évidemment, alors, on peut ne pas apprécier le système des Spitzenkandidaten, hein, notamment Arnaud l'a critiqué l'autre jour dans une autre enceinte, et effectivement, on aimerait que finalement la mise en place d'une coalition au niveau du Parlement européen permette d'aboutir à la nomination d'un président de commission qui soit le reflet de cette coalition, comme cela se ferait dans n'importe quelle démocratie européenne ou d'autres démocraties parlementaires à d'autres échelles. L'Europe n'est pas un État, ce n'est pas un État fédéral, donc ça ne se passe pas comme ça, mais le système de compromis qui avait été trouvé lors des dernières élections, qui est un compromis où les chefs d'État s'engageaient finalement à traduire le résultat du vote en respectant le choix du parti arrivé en tête, qui n'est peut-être pas une formule tout à fait, en tous les cas, parfaite au niveau démocratique, est une meilleure formule, et je continue à le penser, que l'espèce de négociation qui va se jouer entre les États, et qui commence à se jouer, qui se fait en dehors de toute forme de lisibilité, en dehors de toute forme de visibilité, qui ne va être que, entre guillemets, magouille entre États, marchandage, et qui va forcément assombrir le résultat de ces élections européennes, et sur lequel tous les opposants de l'Europe vont jouer pour critiquer le système. Et je pense là que Emmanuel Macron a pris une lourde responsabilité en s'opposant à ce système. Alors après, quand on veut tuer son chien, on lui trouve toutes les mauvaises choses, mais je te rappelle que le précédent candidat en 2014 du Parti social des sociodémocrates n'avait lui non plus eu aucune responsabilité à la tête d'un État, et pourtant il n'avait été critiqué par personne, et si le Parti social-démocrate est arrivé en tête, il aurait été nommé, enfin, pour les cas on peut le penser. Effectivement, Manfred Weber n'a pas toutes les qualités, c'est le moins qu'on puisse dire, mais soit on respecte la règle, soit on ne la respecte pas, et si on ne la respecte pas, comme c'est le cas, même si rien n'est écrit, je suis bien d'accord, si on ne la respecte pas, eh bien, on va vers des désagréments importants. Moi, je suis persuadé que les États ne vont pas réussir à se mettre d'accord. S'ils réussissent à se mettre d'accord, ils vont réussir à se mettre d'accord sur le moins disant ou sur le plus petit dénominateur commun, et le résultat final risque d'être encore pire que celui qui était promis à l'arrivée, ou plutôt au départ, par cette désignation. Donc je trouve que cette situation est très inquiétante, et en tous les cas, c'est un vrai retour en arrière, à mon sens. C'est un vrai retour en arrière par rapport à la situation précédente. Cette désignation du Spitzenkandidat était un progrès. On a là un retour en arrière, et je pense que les chefs d'État qui impulsent ce retour en arrière, et au premier lieu le nôtre, vont porter une lourde responsabilité dans cette affaire, et ce n'est pas du tout une bonne chose, quel que soit d'ailleurs le compromis qui sera trouvé, et le marchandage et le résultat du marchandage qui s'annonce. Alors je ne parle pas du Brexit, parce qu'alors là, on en aurait pour des heures, et je ne veux pas en parler non plus. Simplement une petite rectification. Le Parlement européen, après le départ des Britanniques, restera à ses 753 députés. Il y aura un jeu de manœuvre qui va se faire, mais par contre, comme l'a très bien dit Arnaud, il va y avoir quelques conséquences sur le poids des différents partis, mais quand même relativement minime. Finalement, la conséquence principale va être sur la chute du poids de l'extrême droite.
avec le départ des députés de Nigel Farage, et peut-être également pour les centristes, pour Europe et Renaissance, c'est ça qui va perdre les Lib Dem britanniques. Mais pour les autres, il n'y aura guère de conséquences sur cette reconfiguration. Voilà, je m'arrête là, et puis je vous laisse la parole si vous avez des questions.